Marie-Pierre. Bon, j'entends que ça fonctionne. Je voudrais tout d'abord remercier le comité organisateur RDT du CDPQ pour cette cordiale invitation. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce matin. Et j'espère que ce sera la même chose de votre côté. Ma première diapositive demande explication, je pense. Je pense que Marie-Pierre a parlé de mon éducation à l'université. Mais en fait, pour moi, le parcours professionnel, il a commencé bien avant l'université parce qu'un peu comme Obélix, qui est illustré ici puis qui est tombé dans la potion magique quand il était petit, moi, je suis plutôt tombé dans l'agriculture quand j'étais petit. Ça ici, c'est des photos d'époque. Ce n'est pas des noirs et blancs artistiques. C'est une vraie photo noir et blanc. Et donc, tout ça, ça se passait sur la ferme familiale à Neuville. C'est dans la région de Québec. Pour ceux qui connaissent, c'est tout près de Québec, sur la rive nord du fleuve, du côté ouest. Et la ferme, elle est toujours dans la famille et elle est toujours en opération. Et je vais y revenir un petit peu plus tard lors de mon exposé. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cet aspect-là en début de présentation. Ma carrière, en fait, je l'ai fait... moi, je pense que je vais me reculer un peu. Oui. Ma carrière, je l'ai fait bien loin de la région de Québec. En fait, c'est en Estrie, c'est le Centre de recherche d'Agriculture Canada à Sherbrooke, qui est dans l'arrondissement Lennoxville, et qui s'occupe, en fait, qui a comme mandat les productions laitières et porcines, le mandat canadien pour les productions laitières et porcines. Bon, j'ai passé un bon 35 ans à cet endroit-là. Et là, ma présentation est un petit peu atypique parce que là, je commence par les remerciements, puis je vais parler de science après. D'habitude, c'est les remerciements, c'est à la fin, mais là, je vais les faire tout de suite. Deux personnes très, très importantes pour moi dans ma carrière, parce que si vous regardez les années qui sont inscrites, c'est les années de service de ces personnes-là à mon service, à moi, dans mon équipe. Vous voyez que si vous faites l'addition des deux, ça fait 50 ans. C'est assez impressionnant, 50 ans. Et ça vous démontre que je ne serais pas ici en train de vous parler sans la collaboration et l'apport de ces deux personnes-là qui ont été très, très importantes. D'autres personnes qui ont été très importantes, Marie-Pierre a mentionné le rôle de prof associé. Bon, ça nous permet d'être co-directeur de thèse. J'ai eu le privilège et le plaisir de co-diriger un bon nombre de thèses de maîtrise et de doctorat. Donc, si vous voyez, c'est une liste chronologique que j'ai faite. Il y en a sûrement qui vont se reconnaître dans la liste. Il y en a d'autres qui vont en reconnaître d'autres dans la liste. Mais ça a été très important aussi pour moi. Et en fait, c'est chronologique. Donc, les deux derniers, vous allez pouvoir les écouter cet après-midi. Aussi deux étudiants que j'ai contribué à former à l'Université d'Alberta avec mon collègue Roald Schilstra. Et ça a été une collaboration pour moi très fructueuse aussi. Autre collaboration, Marie-Pierre en a parlé un peu, c'est avec le secteur privé, le secteur semi-privé. Il y en a eu beaucoup. Pour un chercheur, je trouve que c'est très, très enrichissant, ces interactions-là, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue intellectuel. Évidemment, il y a l'aspect, quand je parle d'enrichissant, il n'y a pas seulement l'aspect intellectuel, mais aussi l'aspect support financier de ces groupes-là qui est important. Mais un aspect qu'on a tendance à oublier souvent, c'est le dernier aspect, c'est que c'est un vecteur de transfert technologique. Par ces discussions-là, évidemment, ça permet une meilleure distribution un peu de nos résultats de recherche. Et ça, c'est un aspect très important de notre rôle. Donc, un peu comme Marie-Pierre l'a mentionné, mon programme de recherche au cours des années, ça a été axé sur les micronutriments, spécialement sur les vitamines et les minéraux traces et leur interaction avec des macronutriments. Ça, c'est très important aussi, les acides aminés, les acides gras.
et leur impact pour le métabolisme, la reproduction et la croissance des porcs. Ça ici, cette diapo-là, en fait, ça résume à peu près ma carrière. C'est un schéma qui résume à peu près ma carrière avec 4 grands axes en rouge. Je vais essayer de vous parler de chacun de ces axes aujourd'hui, sauf en fait celui qui a trait aux vitamines et à la nutrition du verra, parce que je n'aurai pas le temps en fait, d'en parler. Donc, je vais me concentrer sur les autres. Et en fait, ça s'est fait au cours des dernières décennies, mais je pense que c'est toujours finalement connecté aux problèmes actuels de la production porcine, parce que on a regardé, en fait, si on regarde l'hyperprolificité aujourd'hui, puis les problèmes que ça cause au niveau des porcelets, puis de la variation intraportée, l'angle d'étude qu'on a regardé, nous, c'est les micronutriments et la qualité de l'ovulation. Donc, c'est assez important dans cette optique-là, la qualité de l'ovulation des embryons et le transfert maternel éventuellement. L'autre aspect qu'on a regardé aussi, c'est l'adaptation péri-sevrage. Donc, et maintenant, en fait, l'adaptation péri-sevrage, c'est assez important dans le contexte d'alternatives aux antibiotiques en prophylaxie puis alternatives à l'oxyde de zinc. Il va falloir y penser à un moment donné. Les Européens sont rendus là. L'angle d'étude, c'est la robustesse des porcelets versus l'apport adéquat de micronutriments indirectement via la truie ou directement au porcelet par des supplémentations. L'autre aspect, c'est le devenir intestinal des micronutriments, donc la biodisponibilité. Bon, ça semble bien théorique ici, mais dans le contexte d'un meilleur contrôle des rejets dans l'environnement, là, ça devient un aspect important lié à la production porcine. Puis l'angle d'étude qu'on a regardé, c'est la biodisponibilité puis l'utilisation digestive des micronutriments, vitamines et minéraux. Donc, si on regarde le premier aspect, c'est l'ovulation, sélénium et pyridoxine. L'ovulation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un processus métabolique très, très intensif, l'ovulation. C'est même, comme c'était inscrit ici, c'est presque une réaction inflammatoire. Donc, quand un métabolisme est très intensif, il génère toutes sortes de produits autour, toutes sortes de rejets qu'on appelle ici en anglais, on appelle ça les ROS, donc les Reactive Oxygen Species. Ici en français, c'est les radicaux libres. Et les radicaux libres, en fait, qui sont produits au moment de l'ovulation, ils doivent être neutralisés par des antioxydants. Sinon, on peut se retrouver avec des problèmes au niveau des ovocytes, de la qualité des embryons, ou des anomalies congénitales des embryons, ou tout simplement régression des CL. Les CL, c'est le corporal lutéal, c'est le corps jaune, donc tout simplement un retour, un estrus qui se termine et éventuellement un retour à l'estrus. Les molécules qui sont importantes comme antioxydants, il y a évidemment des molécules endogènes, c'est des enzymes, en fait, ces molécules endogènes-là. Vous les connaissez probablement, ceux que j'ai mentionnés ici, la superoxyde dismutase qui fonctionne avec le zinc, le cuivre, glutation peroxydase dont je vais parler surtout dans les prochaines diapositives qui fonctionne avec le sélénium, catalase qui fonctionne avec le manganèse, entre autres. Et il y a les exogènes, c'est les vitamines liposolubles A et E. Il y a aussi la vitamine C qui est très importante aussi au niveau de l'antioxydation. Il y a des produits un peu plus, qu'on appelle plus naturels, comme les polyphénols, qui peuvent aussi aider à ce niveau-là. Une façon ici d'illustrer l'importance de cette pression oxydative au moment de l'ovulation, c'est illustré par cette diapositive-là. Ici, vous avez la glutation peroxydase ici. Selon dans le cycle estral, en fait, les jours précédents ou les jours suivants le cycle estral. Et il y a deux groupes. Là. Il y a un groupe qui recevait une quantité normale de sélénium, l'autre qui recevait simplement un aliment non supplémentaire en sélénium, donc seulement le sélénium de base dans l'aliment. Et vous pouvez voir ici
clairement qu'il y a une pression oxydative importante sur la glutation peroxydase. Et ça, c'est la glutation peroxydase systémique, là. Donc, c'est juste l'ovulation qui produit ça. Donc, c'est un processus très important, en fait. Nous, on a étudié beaucoup le sélénium, on a étudié beaucoup les sources inorganiques et organiques de sélénium pour se rendre compte, après quelques projets, que, en fait, ces sources-là utilisent des voies métaboliques différentes pour activer la glutation peroxydase. Et en fait, ce qui arrive avec les sources organiques de sélénium, c'est que la pyridoxine, vitamine B6, agit comme un modulateur de l'action différentielle des sources organiques de sélénium sur l'ovulation, le statut antioxydant et chez la truie. En fait, on avait fait ce projet-là chez la truie primipare en période périestrale. Et brièvement ici, c'est au sujet de l'expression génique de l'enzyme, donc le glutation peroxydase dont j'ai parlé tout à l'heure dans le graphique. Vous avez ici l'expression génique selon 5 traitements, là, un contrôle qui n'est pas supplémenté en sélénium ni en B6. Ici, les 2 traitements inorganiques avec ou sans B6 et les 2 traitements organiques avec ou sans B6. Et vous voyez ici, quand on ajoute le sélénium, évidemment, on a une augmentation de glutation peroxydase, on s'attendait à ça. Pas d'effet de B6 à l'intérieur du groupe minéral. Le groupe organique sans B6 ajouté, pas mieux que l'inorganique, en fait, mais quand on ajoute la B6, là, on a un gros impact sur l'expression de la glutation peroxydase. Et au point de vue plus pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de l'ovulation, on a ici les valeurs d'une hormone qui s'appelle la LH, hormone lutéinisante, qui a été affectée, vous avez les mêmes traitements dont je parlais tout à l'heure, un impact sur le pic de LH et surtout un impact ici sur le taux d'ovulation qui a été augmenté substantiellement avec le traitement combiné d'organique et de pyridoxine. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau augmenter l'ovulation, mais là, est-ce que c'est mieux d'un point de vue qualité de l'embryon? Ça aussi, on a regardé ça dans un autre projet et on a regardé ça chez des embryons très, très jeunes, des embryons à 5 jours. C'est assez difficile de faire ce genre de projet. Mais on s'est aperçu que la qualité des embryons à 5 jours, en fait, elle était supérieure avec le traitement combiné de sélénium organique et de vitamine B6, plus élevé que l'inorganique et plus élevé, évidemment, que le témoin. Et ça, en fait, c'était en accord avec des résultats qu'on a obtenus plus tôt, quelques années auparavant, avec des truies à 30 jours de gestation. Mais ces truies-là étaient soumises à une stimulation de l'ovulation, une stimulation hormonale de l'ovulation pour mimer un peu l'hyperprolificité. Mais là, vous allez me dire encore, oui, c'est 30 jours, mais là, les porcelets à la naissance, eux, est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose à la naissance? En fait, c'est en cours, ces travaux-là. C'est mené par mon collègue Daniel Bueno-Dalto, que vous allez entendre cet après-midi. Dans cette expérience-là, on utilise un cocktail d'antioxydants exogènes en périestrus pour maximiser la qualité de l'ovulation. Mais surtout, ce qu'on regarde, c'est l'homogénéité intraportée des poids à la naissance. On devrait avoir des résultats d'ici quelques mois. En fait, ça a commencé au moment où il y a eu l'épisode de la COVID. Donc, évidemment, on a pris du retard, comme beaucoup de projets de recherche. Le deuxième aspect que je veux regarder, là, on a parlé de l'ovulation. On est rendu, en fait, en début de gestation. Donc, le début de gestation, qu'est-ce que c'est? C'est que pour la truie, en début de gestation, il faut qu'il y ait une reconnaissance de la gestation. Parce qu'en fait, c'est un je n'ai pas le mot français ici, mais c'est un challenge, en fait, pour le système immunitaire après la fertilisation. Quand la truie est saillie et que les embryons sont formés, ces embryons-là, ils sont demi-antigéniques.
C'est un corps étranger, en fait, pour la truie. Ils doivent échapper au rejet immunitaire. Et en plus, un aspect qu'on a tendance à oublier, mais que moi qui me fascine encore aujourd'hui, c'est que l'implantation des 12, 14, 15 embryons, ben, elle doit se faire en ordre. Il ne faut pas qu'il y ait 2, 3 implantations au même endroit. Là. Donc, il n'y a pas de neurones à cet endroit-là. Là. Donc, faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent que ça se produise. Oups. Ben là, ça ne fonctionne plus. Il ne veut pas avancer. Ni reculer. Ah, le voilà. OK, parfait. Ah, ben, il était. J'espère que ce ne sera pas comme ça pour tous les diapos. Ici, en fait, pour vous montrer comment l'homogénéité intraportée, c'est un facteur difficile à influencer, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte au début de notre siècle, en 2000, que des portées de porcs qui sont clonés, donc ça veut dire que les porcelets à l'intérieur de la truie ont tous exactement le même génotype. En fait, on aurait pu croire que ces porcs-là sont plus semblables, ils ont le même génotype, même ADN, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Ces portées-là sont tout aussi variables que des portées normales. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le dialogue embryo-maternel il est très important en début de gestation, il est même crucial dans cette problématique de l'homogénéité intraportée. Nous, en fait, c'est un aspect qu'on a regardé avec l'acide folique, ce dialogue embryo-maternel, on l'a regardé beaucoup avec 2 vitamines en particulier, l'acide folique. Bon, on a travaillé là-dessus en reproduction. Là, je reviens longtemps en arrière, plusieurs d'entre vous qui n'étaient même pas nés à cette époque-là quand ça a été publié. Mais bon, on a réussi à augmenter la taille et le poids de la portée. On a trouvé que c'était à cause d'un effet sur la survie embryonnaire. Et on a trouvé que ça modifiait la composition des sécrétions utérines en début de gestation. Et c'est là que ça devient important sur le dialogue embryo-maternel. Ce qu'on a trouvé, c'est que c'était surtout concentré chez les truies multipares, par contre. Des résultats de Frédéric Gay, que vous connaissez tous bien, j'imagine, professeur à l'Université Laval, qui avait fait son doctorat avec moi. Ici vous avez les 2 types de truies, multipares et nullipares, avec des concentrations ou non, des supplémentations ou non d'acide folique. Et vous pouvez voir ici, il y a deux composants des sécrétions utérines. La PGE2 allantolique, donc c'est la prostaglandine E2 allantoïque. C'est très important parce que la prostaglandine, c'est un inhibiteur de la réponse immunitaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut voir des inhibiteurs de la réponse immunitaire à l'intérieur de l'utérus. On ne veut pas les voir ailleurs, mais on veut les voir à l'intérieur de l'utérus ici. Vous voyez qu'avec l'acide folique, on a une augmentation de la PGE2. C'est beaucoup moins marqué chez les nullipares. TGF-bêta-2, ça c'est une cytokine qui est très importante au niveau de la multiplication, prolifération cellulaire, développement de l'embryon. Donc aussi augmenté avec l'acide folique. Pas d'effet en fait significatif ici, même une diminution avec les nullipares. Donc, nous, ce qu'on a fait avec les multipares, c'est qu'on a fait d'autres expériences avec des doses croissantes d'acide folique. On en est venu à la conclusion que le besoin était autour de 10 mg par kilo d'acide folique. Pour le NRC, est encore à 1,3. C'est toujours long, ce genre de discussion. Chez les truies nullipares, par contre, la survie embryonnaire, les sécrétions endométriales, on avait un effet marginal. Et on pense que c'est dû à une autre vitamine, qui est la vitamine B12. Et la raison pour laquelle on pense ça, c'est à cause de ce cycle métabolique ici, qu'on appelle le cycle de la méthionine. La méthionine, vous savez que c'est un acide aminé très, très important. Évidemment, très important structurellement pour l'animal, pour le dépôt protéique, entre autres. Mais la méthionine, c'est aussi un acide aminé fonctionnel. Ce que ça veut dire fonctionnel, c'est que ici, c'est le donneur de méthyle universel dans le corps.
Donc, un méthyle, ben, c'est une unité monocarbonée. Puis la gestion des unités monocarbonnées, ben, c'est fondamental pour nous. C'est ce qui fait qu'on va grandir, qu'on va se maintenir en bon état, etc. Donc, la méthionine, quand elle donne son méthyle, elle se transforme en un produit qui s'appelle l'homocystéine, qui est un acide aminé intermédiaire. Ben, j'ai mis le petit sigle à côté parce que l'homocystéine, c'est un métabolisme néfaste pour l'animal et pour l'humain. C'est embryotoxique, ça interfère avec la réponse immunitaire, c'est lié aux maladies cardiovasculaires, etc. Donc, il faut s'en débarrasser le plus vite possible et le plus efficacement possible. Et la meilleure façon de le faire, c'est le cycle de la méthionine. C'est donc le retour de l'homocystéine vers la méthionine. Ce retour-là, évidemment, demande que le méthyle qu'on avait perdu avant, ben, ça demande qu'on le récupère. Et ce méthyle-là, en fait, il est transporté par la vitamine B9, qui est l'acide folique. Donc, l'acide folique n'est pas un cofacteur enzymatique ici, comme c'est souvent le cas des vitamines. C'est vraiment un participant de la réaction. Ça amène le carbone qui manque. La vitamine qui est coenzyme, c'est la vitamine B12 dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on donne de l'acide folique en grande quantité et qu'on n'a pas assez de B12? Ben, on se retrouve avec une accumulation d'homocystéine. Même si on a donné plein d'acide folique. C'est une sorte je dirais, d'action cachée, si on veut, qu'on ne peut pas voir, en fait, l'effet de l'acide folique à ce moment-là. Et si on revient aux truies, dont on parlait tout à l'heure, nullipares, multipares, bien, quand on a regardé le niveau de vitamine B12 chez les truies nullipares par rapport aux truies multipares, bon, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme différence entre les deux. Donc, ça peut expliquer le fait que la B9 n'était pas aussi efficace chez les nullipares. Et finalement, après tous ces projets de recherche-là, bien, on en est venu à la conclusion que la B9, la B12 et l'homocystéine sont des modulateurs du système immunitaire local endométrial dans l'utérus. L'homocystéine, bien, comme je disais, c'est un métabolisme néfaste. Il interfère finalement avec la synthèse des prostaglandines. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les prostaglandines, très importants, des inhibiteurs de la réponse immunitaire au niveau local. Donc, la B9 et la B12 ensemble, ça diminue l'homocystéine chez les primipares, puis ça augmente les prostaglandines utérines. L'impact de cette recherche-là, ben, souvent on nous demande, comme chercheur, ben, c'est quoi l'impact de ta recherche? Là? Tu trouves plein de choses ou tu ne trouves pas plein de choses? Parce que, comme je dis souvent à la blague, on n'est pas nécessairement payé pour trouver, on est payé pour chercher. Mais bon, c'est pas une très bonne blague là, pour un chercheur, mais... Mais bon, l'impact, c'est difficile à voir l'impact d'une recherche parce que c'est très, très long. Hein. Moi, j'ai publié en 84, là, c'était dans l'autre siècle, ça, en 84, là, ça fait très longtemps. Mais à l'époque, ben, moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, là, des suppléments vitaminiques pour l'être humain, ça ne contenait pas d'acide folique. Là. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, ben, je me suis fait dire par certaines personnes, mais je pense que c'est vrai, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui recommanderaient de ne pas supplémenter des diètes pour tuer avec de l'acide folique. Donc ça, c'est peut-être un impact de ces recherches-là. Donc, si je continue un peu plus loin, donc on est un peu plus loin en gestation, là, on parle du transfert maternel pour 2 autres vitamines et le cuivre. Bon, évidemment, ici, c'est le contexte. Là, le contexte, c'est que ben, la prolificité est en constante augmentation. Pour nous, ici au Canada, c'est une affaire du présent siècle. Là. C'est vraiment le 21e siècle qui a été le déclencheur. Là. Avant, c'était plus mitigé, disons. Donc, c'est énorme là, comme amélioration génétique. Amélioration génétique, pas juste génétique et autres qu'on a eu au cours des années. Et en fait, pour illustrer ça ici, en fait, c'est un petit peu
simpliste peut-être, là, mais au 20e siècle, en fait, la partition du transfert de micronutriments de la truie au porcelet, au niveau de la truie. L'hyperprolificité, c'est intéressant au point de vue de productivité, c'est bien évident, mais au point de vue de la truie, là, c'est tout un défi, parce que comme on divisait par 10 au 20e siècle, bien aujourd'hui, on divise par, bon, j'ai mis 14 ici, mais il y en a qui vont dire que ça devrait être 15 ou 16 ou 13, ou en tout cas, peu importe. Le point à regarder ici, c'est que la portion pour chacun des porcelets est plus petite qu'elle était au 20e siècle. Et en plus d'être plus petite, bien, là, ici, je compare ça j'appelle ça le syndrome de la division de la tarte. Hein? Et je me dis, ben, ça peut peut-être être une bonne comparaison. C'est beaucoup plus difficile de couper une tarte en 14 morceaux égaux qu'en 10 morceaux égaux. Donc, peut-être que le métabolisme, il y a de la difficulté à bien gérer ce transfert-là quand il y a beaucoup de portions à satisfaire. Pourquoi les micronutriments? Bien, parce qu'ils sont importants. Ils ont des rôles nutritionnels, évidemment, métaboliques, mais ils sont aussi importants pour la compétence immunitaire, le statut oxydatif. Et bon, on peut penser pour la robustesse des porcelets, surtout en début de vie. Pourquoi ce transfert en gestation est-il important? Bien, parce que c'est une période, la gestation et la lactation, où en fait, on a peu de contrôle. Parce que, en fait, dans la production porcine moderne, la durée de la période de dépendance nutritionnelle du porcelet à sa mère, là, qui est le in utero colostrum et lait à peu près, c'est à peu près identique à la période post-sevrage. Donc, pour la moitié de son cycle de vie, si on assume que la vie commence au moment de la fertilisation de l'ovule, bien, pour la moitié de ce cycle de vie-là, on ne contrôle rien, c'est la truie, en fait, qui transfère les aliments, les nutriments aux embryons et aux porcelets. Donc, est-ce que Mère Nature est toujours efficace dans ce cas-là? Nous, on a voulu regarder cet aspect-là pour les micronutriments. On a fait une publication relativement récente là-dessus. La réponse, c'est oui et non. C'est oui pour la plupart des micronutriments, mais c'est assez clairement non pour 3 d'entre eux. En fait, on avait une approche simple là, pour déterminer ces micronutriments-là à risque et les cibler. Et ceux qu'on a trouvés, en fait, c'est 3 micronutriments qui ont été trouvés, vitamine A, vitamine D et cuivre. Donc, évidemment, on s'est intéressé à ces 3 micronutriments-là. Et on a tenté de voir s'il y avait des nouvelles stratégies de supplémentation qui seraient à considérer. Vous allez me dire pourquoi spécifiquement ces 3-là et pas d'autres. En fait, on peut se poser cette question-là. C'est bizarre qu'il y en ait 3. Mais c'est possiblement parce que quand on y réfléchit dans la nature, ce transfert-là, il n'a pas été critique pour l'évolution de l'espèce. Les porcs n'ont pas toujours été élevés en porcherie. Avant, ils étaient des animaux qui se retrouvaient à l'extérieur parce que l'abondance dans l'environnement du porcelet nouveau-né, élevé, disons, à l'extérieur, qui naît à l'extérieur, bien, il y a plein de rayons UV. Donc, la vitamine D est synthétisée en grande quantité et le porcelet, et on l'a mesuré, est très, très efficace à produire la vitamine D à partir des rayons UV. Vraiment très efficace. Plus même que les humains, je dirais. Des plantes riches en bêta-carotène, hein, des porcs dans la nature, sur un beau pâturage verdoyant, ben, il y a plein de bêta-carotène disponibles. Et la terre, bon, les porcs aiment beaucoup fouiner dans la terre, ben, c'est des sources de minéraux. Hein, on sait tout ça pour le fer, c'est probablement la même chose pour le cuivre. Hein, des porcs qui sont élevés à l'extérieur, des porcelets qui naissent à l'extérieur ne deviennent pas anémiques, là. On n'a pas de problème avec l'anémie à ce moment-là. Donc, on a voulu regarder, les routes de supplémentation. On en est arrivé à la conclusion que la supplémentation de la truie était valable.
La supplémentation directement au porcelet aussi, on l'a fait avec différents produits qu'on a testés pour voir quelles étaient les meilleures sources. Pour la vitamine D, on a utilisé un produit qui s'appelle High-D, qui est vendu par DSM. Puis on a aussi utilisé l'exposition aux rayons UVB à tous les 2 jours en lactation, mais là, ça, c'était une procédure expérimentale. Ce n'est pas quelque chose nécessairement recommandé dans le moment. On a utilisé le rétinol acétate comme source de vitamine A et le cuivre protéinate comme source de cuivre. Et je pense que Lucie va vous en dire plus cet après-midi, donc moi, je vais résumer beaucoup ces résultats-là. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que la supplémentation autrui elle semble très intéressante parce qu'elle améliore l'homogénéité des poils à naissance. Il y a un effet bénéfique sur le microbiote. Ça, c'était assez clair sur la qualité du microbiote. Augmentation des acides gras volatiles, diminution du pH au niveau intestinal. La supplémentation directement au porcelet, on a été un peu déçus. Très, très peu d'effets. On s'attendait à voir nos effets avec la supplémentation directe, non pas indirecte, mais peu d'effets. Mais ce qu'on a vu qui l'emporte sur tout le reste, en fait, c'est le stress du sevrage, parce qu'on a fait ces expériences-là jusqu'à 42 jours d'âge avec un sevrage à 21. Et on s'est aperçu que le stress du sevrage, il est dominant pour à peu près toutes les variables. Il y a un effet, disons, écrasant, en anglais j'appelle ça un crushing effect, sur les réponses générant lactation. Sauf peut-être pour l'amélioration du microbiote qui semble avoir survécu au stress du sevrage. Et donc, il y a une suite qui est présentement en cours, et là, on se concentre plus sur la période pré-sevrage à ce moment-là. Parlant de la période pré-sevrage, c'est la période où, comme je le disais tout à l'heure, la dépendance nutritionnelle d'Atrui tire à sa fin. Donc, là, en fin de compte, il n'y a plus seulement le A, D et cuivre. Là, il faut regarder l'ensemble des vitamines. Et là-dessus, que savons-nous de l'importance de la supplémentation péri-sevrage en vitamines? Et là, je vais revenir sur des travaux qu'on a fait il y a quelques années en péri-sevrage chez le porc. 2 cas, en fait, le cas de l'acide folique, de la vitamine B12, de la pyridoxine et le métabolisme de la méthionine. On va revenir à ce que je disais tout à l'heure, mais pour les porcelets. Puis le cas de la niacine avec le métabolisme du tryptophane. Donc, si on regarde le cas de l'acide folique, donc ça, c'est les 2 aspects dans mon schéma, là, où ils se retrouvent, ces 2 aspects-là. Donc, on revient au cycle de la méthionine qu'on avait tout à l'heure, mais on va compléter on va aller un petit peu plus loin dans le cycle ce coup-ci, parce que l'homocystéine dont on parlait tout à l'heure, dont il faut se débarrasser, ça peut se faire aussi, cette reméthylation-là de l'homocystéine peut se faire à travers une molécule qu'on appelle la bétaïne. En nutrition, on connaît tous assez bien la bétaïne. C'est un métabolite de la choline, la bétaïne. Ça peut reméthyler l'homocystéine, mais c'est beaucoup moins efficace que l'acide folique, parce que l'acide folique, c'est partout dans le corps, dans toutes les cellules. Ici, c'est dans seulement certains tissus, puis de façon différentielle selon les espèces. Une autre façon de se débarrasser de l'homocystéine, c'est par ce qu'on appelle en termes biochimiques la transsulfuration. La transsulfuration, c'est qu'on va carrément perdre la molécule d'homocystéine à ce moment-là et elle va se transformer en cystéine. Donc, c'est le lien qu'on connaît bien en nutrition entre la cystéine et la méthionine. On les considère même souvent ensemble. Mais ce métabolisme-là ici, il est dépendant de la vitamine B6. Donc, l'homocystéine chez le porc, pourquoi s'en préoccuper? Je pense que ce tableau-là parle de lui-même. À travers les espèces, l'espèce porcine se retrouve avec des niveaux extrêmement élevés d'homocystéine. C'est la poule pondeuse et celle qui vient tout juste avant. Puis vous voyez ici, l'homme, là, il y a 2 niveaux. Le niveau haut, c'est un niveau où on tombe sous traitement. En médecine humaine, quand quelqu'un est en haut de 12 d'homocystéine, 12 micromolaires, il faut qu'il soit traité avec acide folique et B12 à ce moment-là.
Cette homocystéinémie-là, en fait, elle se développe très rapidement après la naissance. Hein, ici, vous voyez... Oups, je reviens. Un nom que vous connaissez bien, là, que j'ai vu tout à l'heure, il est dans la salle quelque part. Ça faisait partie de sa thèse de maîtrise. Une augmentation ici de l'homocystéine qui est très rapide après la naissance. Les niveaux sont bas, en fait, à la naissance. Ils sont multipliés par 10 en dedans d'une semaine, ils sont multipliés par 20 en dedans de 2 semaines. Donc, c'est très, très, très rapide. Et ensuite, bien, ça reste élevé pour à peu près toute la vie de l'animal. Donc, nous, on a voulu savoir, bien, est-ce que c'est un problème, l'homocystéine? Est-ce que les taux élevés, c'est néfaste pour le porcelet? Alternativement, est-ce qu'une diminution pourrait être bénéfique pour la croissance et l'immunité post-sevrage? Bon, on a tenté de répondre à ces deux questions-là. On a utilisé une approche où on a formé des groupes de porcelets ayant des homocystéinémies distinctes, puis on a joué sur l'apport en B9, B12, à la truie ou directement au porcelet pour créer ces groupes-là. Et d'un point de vue plus visuel, ici, bien, vous avez l'homocystéinémie plasmatique, vous avez l'âge des porcelets jusqu'à 56 jours, le sevrage était ici à 21, et vous avez la courbe en bleu, là, là où on n'a pas de traitement spécifique de B9, B12, à la truie ou au porcelet, et en rouge, bien, là où on a un traitement. Donc, en fait, c'est assez clair. La stratégie de supplémentation a été efficace pour induire des écarts marqués en homocystéine chez les porcelets. Donc, ça, un premier objectif qui était atteint. Évidemment, on a regardé la croissance de ces animaux-là, et là, on a été un peu déçus parce qu'il n'y avait rien qui se passait. Zéro effet sur la croissance. Donc, l'homocystéinémie élevée ne semble pas être néfaste pour la croissance des porcelets. On était un petit peu déçus par cette réponse-là, mais on a regardé des résultats un peu plus en profondeur avec les résultats d'homocystéinémie obtenus dans l'expérience, et on s'est rendu compte, en fait, que les valeurs plasmatiques d'homocystéine, ils étaient corrélés avec les performances de croissance, mais ils étaient positivement corrélés. Donc, avec l'hypothèse qu'on avait, on aurait dû s'attendre à une corrélation négative. Taux élevé d'homocystéine, diminution de croissance et inversement. Mais c'était positif. Donc, peut-être que c'est parce qu'il faut voir la problématique d'une autre façon. C'est peut-être pas l'homocystéine qui gouverne la croissance ou qui affecte la croissance. C'est peut-être la croissance qui affecte l'homocystéine. Et ça, ben, vous allez voir un peu plus loin pourquoi c'est important. On avait aussi des mesures de la compétence immunitaire dans cette expérience-là. Et ici, des résultats qu'on a obtenus avec les plasmas de porcelet avec le niveau bas d'homocystéine ou le niveau élevé. Et ici, vous avez un indicateur, en fait, de la compétence immunitaire, de la capacité immunitaire. C'est la prolifération des lymphocytes, là, des cellules immunitaires vis-à-vis un antigène. Et vous pouvez voir ici que cette capacité-là, elle est beaucoup plus élevée avec les taux bas d'homocystéine qu'avec les taux élevés. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est qu'il y a des effets néfastes d'homocystéine sur cet indicateur de l'immunité à médiation cellulaire. Mais bon, comment on interprète tout ça après? Ben, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, semble bien que ce sont les performances de croissance qui affectent l'homéocystéinémie plutôt que l'inverse. Puis, peut-être qu'il y a un concept ici, en fait, c'est que les jeunes animaux les plus performants sont ceux qui génèrent le plus d'homocystéine, ce qui contribuerait, finalement, selon nos résultats, à les rendre immunologiquement plus fragiles. Et quand j'ai écrit cette phrase-là la première fois, ça m'a rappelé, puis là je reviens au début de ma présentation, ça m'a rappelé l'autre époque où j'étais sur la ferme. Et je me souviens que, bon, ben, sur une ferme, on perd toujours des animaux. C'est un élevage laitier, comme vous avez vu tout à l'heure. Ben, on perd toujours des animaux. Hein. Il ne se passe pas une année sans qu'on perde un animal. Puis mon père se plaignait toujours et disait toujours pourquoi, quand on perd un animal, c'est toujours celui qui a les meilleures performances. Hein. C'est
Celles qui produisent pas bien, eux autres, ils sont jamais malades. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, vous avez entendu cette phrase-là. Moi, je l'ai entendue après, pendant ma carrière de chercheur, je l'ai entendue plus qu'une fois, là, plusieurs fois, en fait. Donc, peut-être que c'est un concept ici. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il y a juste l'homocystéine qui est impliqué dans ça, mais je pense qu'il y a un concept ici. Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que l'apport de vitamine acide folique B12 pourrait être requis pour disposer d'un métabolite toxique comme l'homocystéine et contribuer à la robustesse des porcelets. Puis ça, c'est peut-être une nouvelle façon de voir les besoins en vitamines plutôt que juste, c'est important, mais que les effets strictement concentrés sur la croissance. Un autre lien ici entre l'homocystéine et la santé robustesse des porcelets, c'est en lien avec l'action des antibiotiques en prophylaxie. Ça, c'est des résultats, ce n'était pas l'objectif de cette étude-là, mais c'est des choses qu'on a trouvées dans cette étude-là qui, je pense, sont intéressantes de mentionner. C'était une expérience, en fait, où on voulait voir une alternative aux antibiotiques. Donc, on avait un traitement qui était une supplémentation en vitamines. On avait aussi d'autres traitements avec d'autres additifs alimentaires, mais je vais me concentrer sur sur les vitamines ici comme clarté. Puis, dans ce type d'expérience, on n'a pas le choix, ça prend deux contrôles. Une expérience d'alternative aux antibiotiques, ça vous prend un traitement antibiotique, puis ça vous prend un traitement sans antibiotiques. Puis là, vous espérez que vos autres traitements vont se situer entre les deux, le plus proche possible de l'antibiotique. Donc, ici, vous avez la valeur d'homocystéine. On a fait l'homocystéine chez ces porcelets-là. Et vous avez le traitement contrôle ici, sans vitamines, sans antibiotiques. Vous avez la valeur à 21 jours, c'est en rouge. La valeur à 42 jours, ils étaient sevrés à 21 jours, donc valeur à 42 jours. Donc, c'est l'évolution en post-sevrage ici du contrôle sans vitamines. Celui avec vitamines, diminution de l'homocystéine, ça correspond à ce que j'ai montré tout à l'heure assez bien. Mais ce qui nous a surpris beaucoup, c'est de voir que l'antibiotique, il y avait une diminution d'homocystéine presque aussi marquée qu'avec la supplémentation en vitamines. Donc, assez surprenant. On a essayé, évidemment, de creuser un peu pour savoir pourquoi. On a regardé les niveaux de folate, donc d'acide folique circulante, les niveaux de vitamine B12 circulante, toujours avec les mêmes traitements ici. Donc, vous avez ici le contrôle avec vitamine, ça augmente folate, ça augmente B12, c'est normal, on s'attendait à ça. Puis, dans les deux contrôles, il y a à peu près rien qui s'est passé, il n'y avait rien de significatif. Là, il y a des différences numériques, mais il n'y avait rien de significatif. Donc, en fait, ce qui nous a permis de dire que la réponse à l'homocystéine, la réponse de l'homocystéine à l'antibiotique n'est pas liée au statut en acide folique et en B12. On a regardé une autre vitamine, la vitamine B6. Et là, vous voyez le contrôle ici, rien ne se passe en post-sevrage. Avec vitamine, on augmente B6, c'est normal, on en avait mis plus dans l'aliment. Et dans le traitement antibiotique, on a une augmentation de la vitamine B6. Donc, ce que ça veut dire, ça, en fait, ça passe forcément par le microbiote, un effet comme ça. Il semble bien y avoir une interaction de l'antibiotique avec le microbiote intestinal qui synthétise la vitamine B6. Est-ce que c'est un mécanisme d'action entérique de l'antibiotique en prophylaxie? Peut-être, mais en fait, quand on regarde la littérature sur les antibiotiques en prophylaxie, on connaît très mal les mécanismes d'action. En fait, même, on ne les connaît pas vraiment, les mécanismes d'action. On sait que ça marche, c'est très bien, mais on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne. Mais en tout cas, si cet effet-là, ici, c'est un mécanisme d'action, c'est relativement facile à reproduire avec des suppléments de B6. Là, je veux passer à l'autre point qui est le cas de la niacine avec la supplémentation en tryptophane. Puis là, je reviens à mon concept de tout à l'heure, des animaux plus performants, immunologiquement plus fragiles. C'est un concept qui peut s'appliquer aussi à d'autres acides aminés, comme le tryptophane, notamment reconnu pour son rôle dans la compétence immunitaire.
Ben là, en lien avec la niacine. Et pourquoi en lien avec la niacine? Ben, c'est parce que le métabolisme du tryptophane, encore une fois, c'est un acide aminé très important pour le métabolisme protéique, pour le dépôt protéique, structurellement important, mais c'est aussi un acide aminé fonctionnel, le tryptophane, qui a des rôles majeurs, en fait. C'est le précurseur de la sérotonine. Tout le monde a entendu parler de la sérotonine. Hein. C'est quand même pas mal important, la sérotonine, dans le corps. Le tryptophane, quand il y en a trop, en fait, parce qu'il y a des mécanismes de contrôle à l'intérieur du corps, ben, il est oxydé, le tryptophane. Quand il est oxydé, ben, il va éventuellement produire du CO2. Il va produire un autre acide aminé non essentiel qui est l'alanine, mais il va produire ce qui nous intéresse, nous, ici, une vitamine, qui est la nicotinamide. Et c'est ce métabolite-là qu'on identifie en fait comme étant celui qui fait que le tryptophane a des effets sur la réponse immunitaire. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça fonctionne chez le porc, la conversion du tryptophane en niacine? Bon, c'est connu pour la plupart des espèces, mais chez le jeune porcelet, est-ce que ça fonctionne? Ici, vous avez la nicotinamide plasmatique chez des porcelets qui étaient sevrés ici à 4 semaines. Et vous avez l'évolution de la nicotinamide selon 2 traitements, donc un contrôle sans tryptophane ajouté et un autre avec un ajout de 0,1% de tryptophane. Et vous voyez ici, la réponse est très, très claire et très marquée, en fait. Beaucoup de niacine qui est générée avec des supplémentations de tryptophane. Donc, la partition de ce tryptophane-là vers le dépôt protéique, là, vous vous souvenez, ça va vers le dépôt protéique ou ça va vers l'oxydation, bien, en fait, on peut penser que la partition du tryptophane vers le dépôt protéique intensif, s'il est vraiment intensif, bien, ça va diminuer l'oxydation et diminuer la synthèse de niacine à ce moment-là. Et en fait, c'est un peu ce qu'on s'est aperçu, ce qu'on a voulu étudier avec Nathalie Lefloc, une collègue de l'INRA en France. Ce qu'on a fait, ici vous avez la nicotinamide plasmatique selon l'âge, encore une fois comme tout à l'heure, mais chez 2 groupes de porcelets, un groupe qui est issu d'un croisement avec le duroc en bleu et un qui est issu du croisement avec le piétrin. Et vous avez ici, on sait très bien que le piétrin est très efficace pour le dépôt protéique. Donc, il est très efficace pour le dépôt protéique, mais bon, on paie un prix pour la niacine à ce moment-là. Tout ça, c'est très significatif, c'est très, très clair. Donc, en fait, on peut penser que les porcs piétrins plus performants auront peut-être des besoins plus élevés en niacine. En fait, on sait qu'ils sont reconnus comme plus fragiles aux infections que les autres races. Ça, il y a des gens dans l'industrie française animale qui m'ont dit que c'était tout à fait vrai de dire ça. Là. J'ai hésité avant de le mettre, mais je me suis fait dire que c'était tout à fait vrai. Est-ce que les porcs demi-piétrins ont des besoins accrus en niacine préformés par rapport aux demi-duroc? Bien, avec ce que je viens de montrer, on pourrait penser que oui, certainement. Mais c'est d'autant plus possible que les performances de croissance pour les demi-duroc, qui synthétisent déjà beaucoup de niacine, sont plus élevés quand on ajoute de la niacine à 80 mg par kilo au lieu de 30 mg par kilo. 30 mg par kilo, c'est le niveau recommandé par le NRC. Et même si on a des niveaux très élevés de tryptophane, donc des niveaux de niacine de base très élevés. Donc, bien possible que mais je n'ai jamais pu répondre à cette question-là. Là. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire. J'espère que quelqu'un va le regarder un jour. Le dernier aspect que je voulais regarder, c'est la biodisponibilité. Est-ce que j'ai encore... Excusez-moi, est-ce que j'ai encore du temps? Oui, ça va. La biodisponibilité, eh bien, ici, une image vaut 1000 mots. Mais bon, ça demande un peu une explication. Là. C'est la photo d'une fosse à purin, là. Rien d'intéressant à première vue, sauf que cette fosse à purin avait une histoire. C'est un projet qu'on a fait sur la vitamine B12 chez la truie et qui, finalement, avant que le projet commence, le projet occupait
un bâtiment, et ce bâtiment-là était connecté à une fosse, une petite fosse, et cette fosse-là avait été vidée avant le début de l'expérience. Et quand l'expérience s'est terminée, ben la fosse, c'était ça. Et je me souviens que notre responsable des bâtiments était venu me voir à mon bureau un lundi matin, paniqué complètement. Il me dit, je ne sais pas ce que tu fais dans tes expériences, là, mais la fosse à purin là, du bâtiment 7 là, est pleine de sang. Oh là! Il était un petit peu nerveux. Je me disais, bon, je vais aller voir. Puis bon, ben, c'est là que j'ai pris cette photo-là. Mais pour vous dire, la vitamine B12, quand on la prépare en laboratoire, ça fait une solution qui est rouge comme un vin de Bordeaux, tout simplement. Donc, ça veut dire que dans l'expérience qu'on avait fait avec la B12 chez la truie, c'est sûr qu'on avait des niveaux croissants là, pour essayer de voir s'il y avait un niveau optimal, mais beaucoup de B12 qui s'est retrouvé là. Et la B12, c'est la vitamine la plus chère sur le marché en plus. Donc, quand je vous dis, au lieu de montrer un protocole de recherche pour travailler sur la biodisponibilité de la B12, j'ai présenté cette photo-là, puis ça a très, très bien fonctionné. Ça vaut vraiment 1000 mots, une photo. Pour la biodisponibilité, ben, l'approche classique pour la biodisponibilité, c'est la balance intestinale. Là. Donc, on donne un produit à l'animal, on fait une collecte de fesses, puis on fait la différence entre les deux, puis on calcule la biodisponibilité. Okay. Ça ne fonctionne pas avec les vitamines, ça. Parce que le gros intestin, il fabrique plein de vitamines. On ne peut pas faire ça. Il faut trouver d'autres approches. Et nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé, c'est l'approche des différences artéroveineuses. En gros, ce que c'est que ben, vous avez l'intestin ici qui est alimenté par les artères, qui absorbe les nutriments. Ça s'en va dans la veine porte. Donc, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on pose un cathéter à la veine porte. On pose une sonde débimétrique à la veine porte pour avoir le débit sanguin. Puis on pose un autre cathéter à l'artère. Donc, ce que ça nous donne comme... ben ça, c'est un peu le setup que ça donne, là, avec les appareils là, qui servent à mesurer le débit ici en continu. Donc, je dis, cette mesure correspond à l'absorption intestinale apparente. Ce n'est pas apparente, c'est net. C'est une erreur qui s'est glissée. Ici. Et c'est ce que ça donne un peu comme, vous avez la B12 ici sur 24 heures, là, on a prélevé pendant 24 heures. Et ça, c'est le flux net, donc la différence entre l'artère et la veine. Puis ça nous permet de déterminer, là, on a pu déterminer les pourcentages d'absorption ici pour 2 niveaux de cyanocobalamin, c'est la B12. Le porc, c'est un modèle super. En fait, tellement super que c'est en nutrition, on le sait, c'est un très bon modèle pour l'humain. Et finalement, on a voulu l'utiliser comme modèle pour l'humain. On a déterminé la biodisponibilité de la vitamine B12 dans le lait. Puis ça a été subventionné, pas par les producteurs de porc, par les producteurs laitiers. Donc, on faisait un projet laitier avec des porcs. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la vitamine B12 du lait est beaucoup plus disponible que la forme synthétique, quel que soit le traitement technologique du lait. Puis le lait, ben, c'est un outil de prévention qui peut être très important des carences en cette vitamine. Ça a été la conclusion de notre projet. Ça a fait un petit peu la manchette quand même. Ça a été popularisé, disons, ici dans la presse, ici dans la terre de chez nous, à l'intérieur d'un autre, des centres de recherche là, de la ferme de Lennoxville. Et bon, on a essayé de l'appliquer à d'autres micronutriments. Ici, vous avez avec le sélénium. Donc, vous avez, ben ça c'est un petit peu une figure différente, mais le sélénium organique est en noir ici, le inorganique est en blanc. Puis on fait la différence des deux ici. Et ce qu'on retrouve, c'est bon, ben, une efficacité d'absorption de 43 versus 65 pour les formes inorganiques et organiques. Donc, l'organique est plus biodisponible de façon assez claire. Le zinc et le cuivre, on a regardé aussi. On sait qu'ils sont très importants, même presque populaires maintenant, très importants en nutrition. Mais les gens en environnement, eux, ils ne les appellent pas des oligo-éléments essentiels, ils les appellent des métaux lourds. Ça n'a pas tout à fait
la même connotation. On sait que habituellement, on en met plus que les besoins. On a toujours des marges de sécurité. On les utilise aussi comme facteur de croissance, donc à des niveaux très, très élevés. Mais il y a une chose qui vaut pour ces deux minéraux-là, l'absorption intestinale est inversement proportionnelle au niveau de l'ingéré. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans le lisier. Évidemment, c'est important dans le contexte du débat autour des minéraux organiques et inorganiques. C'est un débat qui avait lieu il y a 20 ans, quand j'étais chercheur actif. C'est encore un débat qui a lieu aujourd'hui. Mais on a un gros manque de connaissances sur le devenir métabolique de ces métaux-là chez le porc. Et ce que ça nous a donné ici avec le zinc puis le cuivre, avec l'approche artéroveineuse, c'est qu'on a regardé les formes organiques et inorganiques de zinc et de cuivre. Je ne les présente pas ici parce que les résultats ont été plutôt mitigés. Ce qu'on a obtenu, par contre, de vraiment intéressant comme résultat, c'est ça ici. On avait deux niveaux de supplémentation, un 100 avec 10 mg kg versus un 200 avec 20 mg kg. Vous avez ici l'absorption. On peut se focusser sur la dernière ligne ici, là, qui est le 720 minutes, là, donc 12 heures de prélèvement. Vous avez 10 d'absorption avec le zinc, 11 33 avec le cuivre. Quand on montre à 200 ici pour le zinc, on baisse, c'est ce que je vous disais. Là. Plus on en donne, moins on l'absorbe en pourcentage. Par contre, le cuivre, là, on a été vraiment surpris parce que plus on donne de cuivre, moins il y en a d'absorbé au niveau de la veine porte. Ça ne fait pas très logique. Oui, bien, ça fait logique dans ce que je disais tout à l'heure, mais il y a moins et il y a moins. Là. Ici, ça donnait 0. En fait, la valeur était négative. On fait une différence artéroveineuse, donc ça peut être positif ou négatif. Là, ici, c'était négatif, mais ce n'était pas significatif, ce n'était pas différent de 0. En fait, il y avait 0, tout simplement 0. Et là, on a voulu travailler un peu plus là-dessus, et puis on pense que l'absorption du cuivre est inhibée lorsque les niveaux de zinc de l'aliment sont élevés. Puis on a émis l'hypothèse qu'il y aurait un ratio optimum entre le zinc et le cuivre pour maximiser l'absorption intestinale de ces métaux, puis minimiser leur excrétion dans le lisier. Brièvement ici, en fait, c'est les ratios qu'on a utilisés. Donc, 120 cuivre, 120 zinc, 20 cuivre, 220, 128 et 208. Donc, ça, c'est les niveaux NRC puis les niveaux européens de l'EFSA qu'on a comparés, puis on a mélangé les niveaux des deux dans d'autres traitements. Et vous avez ici l'absorption du zinc ici. Donc, on a vu un effet, donc vous regardez zinc 120, les 220 en fait sont plus élevés que les 200, donc on attendait ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, pour le cuivre, un peu comme on avait vu avant, c'est que les deux groupes de zinc à 120, il y a une bonne absorption de cuivre, puis quand on monte à 200, là, ici, numériquement, c'est élevé, mais c'est en fait pas différent de 0 dans l'expérience qu'on a fait. Puis ça aussi, c'est la même chose, c'était pas différent de 0, mais c'est quand même beaucoup plus bas quand on donne du zinc en plus grande quantité. Donc, l'absorption intestinale de zinc et de cuivre était optimisée avec le ratio de 128 dans l'aliment. C'est le ratio qui est recommandé par le NRC. Bon, là, ça va vous être présenté cet après-midi, de toute façon, ce que je voulais dire ici. Donc, et brièvement ici, pour le post-sevrage, on a le traitement qu'on avait tout à l'heure aux truies et aux porcelets. Vous avez ici, on a battu des porcs à 16, 23 et 42 jours. On a eu un bel effet de traitement parce qu'on donnait des suppléments de cuivre. Bel effet de traitement. À 42 jours, vous voyez, ça va dans le même sens que je disais tout à l'heure du 0 absorption de cuivre. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier présentement. Et Daniel va vous en dire plus cet après-midi là-dessus. Le cuivre, c'est très, très important. C'est les rôles du cuivre ici. Donc là, je passe au
à la conclusion, au-delà des performances, la robustesse des animaux sera de plus en plus sollicitée et importante dans le futur. Quand on y pense au cours des dernières décennies, on a fait des progrès considérables en termes de performance, mais aussi, on a assisté à l'émergence de beaucoup de maladies là, dans les dernières décennies. Puis des maladies importantes qui ont décimé carrément des troupeaux dans plusieurs endroits. Donc, les micronutriments, c'est des sérieux candidats pour la robustesse des animaux, de par leur rôle que je vous ai mentionné là, pour le contrôle des métabolites intermédiaires et la compétence immunitaire. Donc, les performances. Bon, ça, c'est une petite joke pour la fin, là, mais les micronutriments, c'est comme l'huile dans la voiture. Là. Cette huile-là va bien dans cette voiture-là, mais si on le met dans une F1, là, c'est certain qu'on va avoir des problèmes. Et le manque d'information, évidemment, c'est quelque chose à considérer pour le futur. Je vous remercie beaucoup.